On rentre dans le vif du sujet, si ça vous va, et quoi mieux que cette belle image de ce bon vieux fondateur. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Donc l'entreprise Medvi. Medvi. Donc on a eu l'info, je dirais qu'il y a pile une semaine de cette entreprise. Alors beaucoup de choses sont venues sont venues sur devant la table avec cette entreprise. Donc c'est un Américain qui a créé une entreprise. Je crois que ça fait 2 ans ou 1 an et demi. Désolé pour le petit camion de pompier qui passe derrière moi. Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'il a créé son entreprise. Et le New York Times, a fait un article sur lui il y a un peu plus d'une semaine pour nous montrer les chiffres de cette entreprise. Alors, je crois que j'ai même des chiffres détaillés qui vont être juste ci-dessous, où on apprend, vous le voyez ici, que cette personne a créé Medvi. Et que Medvi, c'est déjà un business qui fait plusieurs centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires sur sa première année. Je crois que c'est 400 millions de dollars sur sa première année d'activité ou sa deuxième année d'activité. Et qui vise 1,8 milliard. Alors, je vais vous montrer. Voilà, ici, j'ai les chiffres en détail. Donc, c'est Matthew Gallagher qui avait sur son premier mois 300 clients, sur son deuxième mois 1500 clients et qui fait sur 2025 400 millions, voilà le chiffre que je voulais vous montrer, de revenus avec 250 000 clients et qui vise sur 2026 1,8 milliard de revenus en vendant globalement, ils vendent, vous savez, les médicaments, je crois que c'est ça, Ozempic, qui font maigrir, qui font un carton aux États-Unis et lui, il en vend un dérivé. Grâce à un site qu'il a créé lui-même. Mais surtout, ce qui est important, bon, déjà, le chiffre d'affaires rapide, c'est du jamais vu, mais surtout, c'est le nombre d'employés, puisque ce que vous voyez dans la ligne Total Employees, c'est qu'il génère ces 400 millions de chiffre d'affaires sur l'année 1 et ces 2 milliards sur l'année 2 avec 2 salariés, lui et son frère. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, vous voyez, il a lancé en septembre 24, ça fait même pas 2 ans. Ça fait 1 an et demi avec seulement 20 000 dollars. Je sais pas si vous vous rappelez, on en a parlé déjà ensemble. Sam Altman nous avait annoncé il y a 2 ans environ qu'il était persuadé qu'une entreprise se ferait racheter 1 milliard de dollars avec seulement un salarié. Bon, là, on n'est pas très loin. On parle pas de valorisation directe, mais on parle déjà d'une entreprise qui ferait 400 millions, peut-être même 1 milliard, 1,8 milliard de chiffre d'affaires sur sa deuxième année avec un seul salarié qui serait son frère. Évidemment, de ce que vous voyez là-dessous, c'est que tout est automatisé. Alors, ils sont sur du ChatGPT, on vous dit, sur du Claude, sur du Grok pour coder. Toutes les images sont faites avec Midjourney. Toutes les vidéos sont faites avec Runway pour tout ce qui est la partie pub. Ils génèrent toutes leurs pubs avec de l'IA. Ils ont un customer service, donc un service client 100% automatisé avec de l'IA. Et tout ça leur permettrait de faire le travail. Vous le voyez, on a une comparaison avec un concurrent juste en dessous. C'est Hims & Hers, que je connaissais pas, qui fait 2,4 milliards de revenus. Donc là, on dit plutôt que cette entreprise va faire 1,8 milliard et leur concurrent fait 2,4 milliards, globalement en détail à peu près similaire. Sauf que leur concurrent, il a 2442 employés. Et que chez Medviv, comment il s'appelle, en tout cas l'entreprise de Gallagher, c'est plus de Medvi. Medvi le fait avec 2 salariés. Medvi le fait aussi avec 16% de marge nette, là où leur concurrent le fait avec 5,5% de marge nette. Donc, c'est des chiffres qui sont assez dingues. Il y a 2 choses que je veux dire. Un, c'est que c'est quand même assez réaliste dans le sens où c'est du New York Times, donc ça a été un petit peu checké, sourcé, etc. Donc, ça prouve très clairement qu'on peut créer aujourd'hui des très gros business avec de l'IA générative, avec très peu de salariés. Évidemment, ça va correspondre à une certaine typologie de business. Demain, si vous voulez créer une boîte de formation comme la mienne avec 0 salarié, ça va être compliqué. Si vous voulez créer demain un restaurant avec 0 salarié, ça va être compliqué. Par contre, pour ces business-là de e-commerce, on est quand même sur des process qui sont très automatisables. Et donc, lui, ce qu'il fait, c'est une pure plateforme de e-commerce. Il arrive à automatiser une partie de ce business-là. En revanche, donc ça, c'est que c'est possible. Mon premier point, c'est de dire, c'est assez incroyable. Bravo à lui, bravo à eux, avec son frère. Et c'est quelque chose qui est possible. Mon deuxième point, c'est de dire quand même, faites attention. Il y a des chiffres qui sont sortis là dans la semaine et qui viennent quand même nous dire que parmi tous ces chiffres, il y en avait beaucoup qui étaient invérifiables et que ce serait peut-être bien en dessous de ça. J'ai vu aucun cas qui nous expliquait que tout était 100% faux, donc je pense quand même qu'il y a une part de vérité. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est prenez-le quand même avec des pincettes. On parle notamment de Gallagher qui aurait créé des dizaines de milliers de faux comptes Facebook pour aller consommer la pub, pour aller mettre des likes, pour aller partager du contenu, etc. Donc, tout ça serait un petit peu fake. Alors, voilà, on a du mal encore à tirer le vrai du faux, en tout cas à prendre un petit peu avec des pincettes, mais quand même, on a ces premiers exemples d'entreprises comme Medvi, qui arrive à réaliser des chiffres d'affaires assez incroyables avec 1 ou 2 salariés. Donc, on verra ce qui va en être de cet homme-là. Mettez-vous une petite cloche, regardez un peu l'évolution de Medvi et de Gallagher. Allez sur Medvi, je vais vous montrer je crois que c'est ici. Tac. Medvi, je vais vous montrer à quoi ressemble le site. Voilà.
il ressemble exactement à ça. Donc, je vous conseille d'aller voir. C'est quand même assez impressionnant. Autre actualité, j'enchaîne. N'hésitez pas, encore une fois, s'il y a des questions. Ah, cette actualité, c'est une des actualités que j'ai préférées dans la semaine, qui est une actu sans en être une. Alors, on me dit que je n'ai plus le partage de audio. Si, alors dites-moi, confirmez-moi, j'ai reçu un petit pop-up comme quoi il n'y avait plus l'audio. Normalement, ça doit être tout bon. Mon partage d'écran et mon audio. À mon avis, c'est bon, mais j'ai eu un petit message. Un marché nous dit Thierry à 345 millions d'habitants aux US. Oui, c'est énorme. Et puis ils le font en anglais, donc bien plus large que les US et ils peuvent vendre à tout le monde. Donc ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir créer des boîtes aussi grosses en français de demain, mais en effet le marché de l'Ozempic et de ces comment on appelle ça, des médicaments qui font maigrir est assez énorme. Cette actu de Silicon, alors c'est Silicon Carnet. Et notre cher Carlos Diaz qui l'a relayé, mais elle vient un peu plus loin, elle vient de TechCrunch, donc là aussi un média assez sérieux et très suivi, qui en fait allait creuser un petit peu Microsoft Copilot, et on s'est rendu compte que dans ce qu'ils appellent les terms of service, hein, c'est les conditions générales de vente, d'utilisation, etc., surtout d'utilisation, on se rend compte que Copilot c'est nommé comme en tout cas ils ont écrit la phrase suivante, Copilot is for entertainment purpose only. Donc, ce ne serait qu'à des fins de divertissement. Donc, ils le disent, en fait, chères entreprises, on va vous faire payer 30 € par mois, par collaborateur. Mais l'outil, maintenant, on vous dit quand même qu'il ne serait qu'à des fins de divertissement. C'est assez, alors je vais dire assez marrant. C'est pas tellement marrant, mais c'est assez impressionnant de voir. Et pour moi, c'est une belle preuve que Copilot commence à comprendre qu'ils ont perdu le jeu. En tout cas, Microsoft commence à comprendre qu'ils ont perdu la course à ces chatbot IA et que ce serait un outil qu'il faudrait prendre avec des pincettes, ce serait un outil qu'il faut vérifier vraiment dans 100% des cas, ce serait un outil qui fait beaucoup d'erreurs, etc. Et je trouve ça un peu dommage de la part de Microsoft. Alors, peut-être que l'outil n'est pas terminé, peut-être qu'ils n'arrivent pas évidemment à aller aussi vite qu'un ChatGPT, qu'un Claude, pourquoi pas, mais avoir laissé ça dans ces conditions d'utilisation, soit on l'assume complètement et on arrête de vendre des licences à 30 € par mois, et on assume que c'est un outil qui marche pas et qui marche beaucoup moins bien en tout cas que les autres outils du marché, et ok, pourquoi pas. Soit on se dit qu'on veut en faire une vraie stratégie, que Copilot a certes un peu de retard, mais qu'ils vont le rattraper et qu'ils vont en faire un super outil du B2B. Et dans ce cas-là, on fait attention à ce qui est écrit dans les conditions générales d'utilisation. Donc, donnez-moi vos retours un petit peu là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de Copilot ? Est-ce que vous l'avez testé ? Est-ce que vous avez une entreprise dans laquelle il y a Copilot qui est déployé ? Mais en tout cas, c'était assez amusant de voir que même eux se considèrent aujourd'hui plutôt comme un outil, eux disent de divertissement, mais en tout cas un outil, pas vraiment un outil du travail et du quotidien des collaborateurs, mais un outil de divertissement. Donc, c'est assez déplorable. Notre cher Carlos Diaz nous met même un petit « what the fuck ». Je suis assez d'accord avec lui. Je l'aurais pas dit directement, mais je suis assez d'accord avec lui. On veut le mettre dans Teams, on veut le mettre dans Outlook, on veut le mettre dans Excel, mais quand on est Microsoft, on le présente comme un outil de divertissement. Bon, c'est pour moi un adieu quasiment à Copilot, en tout cas, ce qui va devenir un adieu à Copilot. Il faudrait que je vous ressorte la prochaine fois les chiffres. J'avais les chiffres sur Copilot de taux de rétention. Je crois que 70% des entreprises quand on enlève les interfaces d'entreprise, vous savez que les Danone et compagnie font leur Danone GPT, L'Oréal GPT, etc. Ils en reviennent tous, hein, tout le monde finit par arrêter, mais en tout cas, il y a eu cette vague au début. Et ensuite, Copilot a fait des stats en nous disant que 70% des grandes entreprises, elles doivent prendre Fortune 500 aux États-Unis, etc. 70% de ces entreprises avaient d'abord une stratégie Copilot en se disant on veut déployer des chatbots, on va commencer par Copilot. Et qu'un an et demi après, c'était plus que 18% d'entre elles qui restaient sur Copilot. Donc, c'est sûr qu'il y a une fuite en avant de cet outil pour les raisons que vous connaissez. Donc, en effet, dites-moi un peu dans le chat s'il y en a qui l'ont testé, s'il y en a qui l'utilisent. Hop, je vais regarder, je crois que j'ai une question. Hop. Mais nous, on le voit de moins en moins et on va le voir de moins en moins si Microsoft continue à communiquer de la sorte, à savoir de nous dire que c'est un outil qui est pour de l'entertainment only. C'est assez dommage. Autre actu, alors c'est pas encore sorti, mais on va le voir arriver très prochainement. C'est que ça y est, OpenAI devrait sortir son ImageGen 2, à savoir son nouveau modèle de génération d'images. Nous, ce qu'on voit sur le marché aujourd'hui, c'est que c'est un des meilleurs modèles. Alors, je parle pour le grand public, à savoir si vous voulez vraiment créer de l'image facilement, rapidement, ne pas le faire 50 000 fois par jour, etc. Mais si vous avez de temps en temps des petits besoins de génération d'images,
les derniers modèles de génération d'images sur ChatGPT est assez bluffant. Ça fonctionne très bien. C'est vraiment là, nous, on a les meilleurs résultats. C'est là où, en tout cas, où on voit la plus grosse pénétration d'entreprise. C'est très utilisé. On a vu Nano Banana assez exceptionnel au début. Et Nano Banana est de plus en plus déceptif, on pourrait dire. Donc, faut voir comment ça évolue. En tout cas, ChatGPT OpenAI continue d'avoir une stratégie autour de l'image. C'était le cas avec DALL-E, je vous rappelle. C'était le cas ensuite avec 4O, qui était devenu un modèle multimodal qui générait de l'image. Aujourd'hui, les modèles GPT 5.4, etc. génèrent de l'image. Et là, on serait sur un nouveau modèle de génération d'images. Donc, on va voir, ça devrait être imminent. Mais en tout cas, il y a une vraie stratégie. Assez intéressant de voir que chez Claude, alors il y a eu des fuites comme quoi il sera en train de travailler sur un modèle d'image. Pour l'instant, il n'y a rien qui sort. Donc, pour l'instant, on part plutôt du principe qu'il n'y aura pas de modèle d'image sur Claude. Ils continuent leur stratégie 100% code et texte. Mais chez OpenAI, alors on a vu la semaine dernière que OpenAI avait Kill Sora, je vous rappelle, ils ont arrêté les modèles de génération de vidéos. Je pense que c'est encore accessible. Je vais vous dire tout de suite, je vais regarder chez moi. En tout cas, ils ont arrêté le projet. Non, moi, c'est plus accessible du tout. Bon, bah voilà, Sora n'est plus accessible du tout chez moi. À voir chez vous si ça l'est. Là aussi, dites-moi dans le chat si vous avez encore accès à Sora. En tout cas, c'est un projet qu'ils ont arrêté et ils veulent le débrancher. Ils ont annoncé officiellement le débrancher. Et si ça se fait pas dans les jours qui arrivent, ça se fera dans les semaines qui arrivent. Mais c'est pas le cas sur l'image, parce que sur la vidéo, ils ont clairement pas de business model. Sur l'image, c'est quand même le cas, c'est très utilisé. Et moi, je vous dis, il y a des entreprises qui prennent des licences ChatGPT parce que Post-Benchmark, c'est un des meilleurs outils pour faire de l'image quotidiennement. Donc, on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, on attend ce prochain modèle de génération d'images. Autre actualité que je voulais voir avec vous. Alors, il y a surtout eu des fuites sur Claude Mythos. Ah oui, Thierry, on y arrive. Claude Mythos, on y arrive. C'est assez bluffant. Ça fait partie d'une actu. Il y a beaucoup d'actu aujourd'hui, donc je vais un petit peu vite. Mais désolé. Mais oui, sur Claude, c'est assez bluffant. Donc, on va parler des modèles Mythos juste après. D'abord, vous dire, alors c'était très lié à nous, capitalistiquement, hélas non, mais c'était lié à ce qu'on fait aujourd'hui, donc c'était marrant. On a OpenAI qui a racheté TBPN la semaine dernière. TBPN pour 100 millions de dollars. Alors, j'appelle TBPN, c'est des lives qui ont lieu quasiment tous les jours, je crois 5 jours sur 7, autour de l'IA, entre 11h et 14h, donc c'est en anglais. Et c'est des experts IA qui viennent discuter un peu ce qu'on fait ensemble, de l'actu IA. Des fois, c'est pas sur de l'actu, c'est sur des thématiques un peu plus poussées. Ils ont beaucoup d'invités. Vous inquiétez pas, ça arrive chez nous, puisqu'on va s'inspirer beaucoup de ce qu'ils ont fait. Mais ils ont beaucoup d'invités. Sam Altman est venu, Mark Zuckerberg est venu. Je sais pas si Elon Musk n'est pas venu aussi sur le podcast. Donc, un podcast avec, pour le coup, assez peu d'abonnés. Ils ont parfois quelques milliers de personnes connectées. Je vous dis que nous en avait 400 la dernière fois. Parfois, ils ont quelques milliers, quelques dizaines de milliers, mais c'est pas énorme. Et pour autant, ils se sont fait racheter 100 millions de dollars par OpenAI. Alors, il y a plein de choses qu'on pourrait dire là-dessus. La première, c'est que je veux quand même le préciser, et c'est ce que j'ai mis sur ce post-là. Je trouvais que c'était un des plus intéressants. Sam Altman ne rachète pas qu'une boîte, qu'un média qui fait de l'IA, il rachète un copain à lui. Ça, c'est quand même un point important. Vous le voyez, ils étaient ensemble, ils ont travaillé ensemble. Et en tout cas, Sam Altman a été, pas fondateur, mais pardon, comment on dit, investisseur dans la première entreprise de John Coogan. Ils ont été ensuite ensemble à YC. John Coogan a fait d'autres entreprises qui ont elles aussi été financées en partie par notre ami Sam Altman. Donc, et ça a été un des premiers Sam Altman à venir sur le show. Donc, ils étaient déjà très liés. Je le précise parce que je pense que c'est non nul et non neutre dans le rachat de TBPN. Mais quand même, voir OpenAI qui rachète un média à l'heure où ils sont en train de se refocus à 100%. Ils arrêtent tout un tas de projets de l'IA dans le monde perso. Ils arrêtent Sora. Ils remettent l'accent sur l'entreprise. Et pour autant, à côté, ils vont racheter un média, un petit média, très niché certes, mais petit média pour 100 millions de dollars. C'est assez surprenant. Personne ne comprend vraiment le move. Alors, il y a quelques analystes. Il y en a qui nous disent que c'est pour redorer l'image d'un Sam Altman, d'un OpenAI. Oui, ok. Ça coûte quand même cher l'image. Donc, oui, certainement, on voit qu'OpenAI perd des parts de marché, on voit qu'OpenAI a besoin de se racheter, on voit qu'il y a quelques scandales qui commencent à sortir. Donc, se dire que je vais racheter le plus gros média IA, enfin pas le plus gros, mais je vais racheter un média IA bien en place pour redorer mon image, ok, mais avec quelle vraie stratégie derrière, pourquoi et pourquoi à ce prix-là, c'est assez surprenant, honnêtement. Donc, ce sont des gros chiffres. Je rappelle que ce sont des amis de Sam Altman. C'est quand même pas neutre, des amis, ou en tout cas des gens qui se connaissent très, très bien. Et on va voir, je sais pas si ici, alors je vous mets ici une autre news, voilà, s'il y en a qui parlaient anglais, je vous mets la news. Certains nous disent que c'est une super nouvelle. Bon, je suis pas encore sûr.
Et puis, je trouve que quand on crée un média, et en l'occurrence un média sur l'IA, c'est quand même assez étrange de se dire je vais avoir une entreprise qui va prendre le lead. Je veux dire, moi, si demain je viens en vous disant c'est Microsoft qui a racheté Mysteria ou a racheté ma chaîne YouTube, bon, ça a un peu moins de valeur. Mes lives auront un peu moins de valeur parce que je vais pas faire ma dernière actu en disant que Copilote est nul. Je vais plutôt vous faire une actu en disant que Copilote est magnifique. Et on va parler de Copilote. Donc, ils ont annoncé évidemment qu'ils allaient garder leur indépendance. Ils ont insisté dessus en disant on ne sera pas à la botte d'OpenAI. Bon, ok, la vérité, c'est que je suis pas sûr que demain, ils aillent interviewer un concurrent de Sam Altman qui veut taper sur Sam Altman. Donc, on verra là aussi. Mais je trouvais ça assez dommage, en tout cas, assez dommage, assez surprenant. Dommage, je sais pas, mais assez surprenant que OpenAI se positionne aussi directement et aussi lourdement, je dirais, avec un investissement aussi important dans un média. On verra ce qu'ils vont faire. S'ils veulent racheter Mysteria, venez nous voir, on en parlera avec plaisir, en tout cas notre branche média. Mais si on le fait, on aura les mêmes écueils que ce que j'annonce sur TBPN. Ce serait dommage. Donc voilà, je comprends les acteurs de TBPN. On parle de 100 millions de dollars, c'est pas neutre. Même si on n'a pas de source sûre, mais notre opinion à nous, c'est que ça s'est fait beaucoup en papier. Ça m'étonnerait que OpenAI ait financé comme ça en cash 100 millions de dollars pour ça. Je pense qu'ils ont été, il y a eu des échanges d'actions assez forts, à mon avis. Je vous rappelle qu'OpenAI va rentrer en bourse prochainement. Donc, il y a certainement eu des échanges d'actions avant l'entrée en bourse pour que ce soit bénéfique pour TBPN, mais stratégie assez étrange. Autre point important, on a vu, alors c'est un article qui nous est venu, je sais plus de quel média. Moi, je l'ai vu sur Chubby qui nous fait ça, mais est-ce qu'on a le média? Tac. Non, j'ai que l'article, pardon, mais j'ai pas le média directement derrière, mais qui nous dit que vous avez vu les grands plans d'investissement dans les data centers des entreprises tech américaines depuis 1 an, 2 ans. On parle de dizaines de milliers de dollars d'engagement, d'investissement dans les data centers qui ont été faits. Bon, bah là, on apprend quand même que une grosse partie, plus de la moitié, vont être delayed, donc ils vont être reportés. On n'arrivera pas du tout à construire tout ce qu'on veut construire en data center dans les prochaines années. Et on se disait, est-ce que c'est à cause des chips Nvidia? Ben, pas tellement. Donc, je rappelle, on pourrait avoir une pénurie de puces Nvidia. C'est pas tellement le cas. Il y a des petites pénuries, mais c'est pas vraiment la grosse raison. On pourrait se demander si c'est ça pourrait être à cause de problématiques juridiques. Vous savez, on ne peut pas pousser un data center du jour au lendemain, donc pour des raisons politiques, juridiques, mais ça n'a pas l'air d'être vraiment le cas. On pourrait penser que c'est à cause du manque d'argent. Il faut déployer 10 000 milliards de dollars. Qui les a, qui les finance? Eh ben, c'est pas tellement le cas. Cet argent-là, apparemment, on l'a. Le gros problème, c'est vraiment l'accès à l'électricité. Le gros problème, c'est l'accès à de la batterie, c'est l'accès à l'électricité, c'est l'accès à des sources d'énergie. Et ça, c'est un problème qu'on anticipait un petit peu il y a 2-3 ans, mais qui se fait de plus en plus important et de plus en plus présent. Donc, on verra ce que ça peut donner. Vous voyez ici, notamment les US pour ça dépendent un petit peu des Chinois. Donc, vu en plus ce qui se passe en ce moment, ça va peut-être pas être si facile. En tout cas, on a des gros problèmes sur l'approvisionnement en électricité, pas forcément que la quantité d'électricité pour ces data centers, mais aussi de l'approvisionnement, une chaîne d'approvisionnement. L'électricité, elle tombe pas du jour au lendemain dans le data center. Il y a tout un tas de pipeline et tout ce que vous pouvez imaginer pour même pour faire passer l'électricité d'une centrale nucléaire, parce qu'ils en ont pas mal, je crois, aux États-Unis, à des data centers. Bah, ici, vous avez toute une chaîne de valeur qui, en partie, est approvisionnée par la Chine. Et donc, ça, c'est ce qui manquerait beaucoup aujourd'hui. Donc, on devrait avoir beaucoup de data centers qui devraient être poussés. On verra un peu ce que ça va donner. Autre achat important, autre investissement important de la part de nos amis, cette fois-ci pas de chez OpenAI, mais de chez Anthropic. Et ici, on est sur un rapprochement qui fait un peu plus sens que le média TBPN. Ici, on a Anthropic qui a racheté alors Coefficient Bio. Je les connaissais pas. Je sais pas si vous les connaissiez dans le chat. Moi, je les connaissais pas. Je vais juste mettre un petit peu de lumière. On verra peut-être mieux. Hop. Voilà. Ce sera un peu plus sympa. Ici, Coefficient Bio, je les connaissais pas, mais se font racheter 400 millions de dollars. Pourquoi? Ici, parce qu'on est sur une biotech. Et on le sait aujourd'hui, les IA type Claude, en tout cas les laboratoires type Anthropic et OpenAI, ne veulent pas seulement être des outils utilisés en entreprise, mais aussi par le particulier. Et notamment, ils veulent mettre un accent assez fort sur la santé. Vous avez vu, ChatGPT a sorti son petit module qu'ils appellent, je crois, Health, tout simplement. Ils ne se sont pas embêtés. Alors moi, je ne l'ai pas encore, mais je sais que certains l'ont,
Regardez sur votre chat GPT tout en haut à gauche, parfois vous avez santé. Donc c'est un module pour vous aider à gérer votre santé. Évidemment, une IA qui a beaucoup de données sur vous, qui est en capacité d'analyser beaucoup de données, elle peut vous faire des recommandations de santé. Donc ils misent tous assez fortement là-dessus. Ça, c'est la première chose. Deuxième point, c'est que ces laboratoires ont besoin de données. Ils ont besoin de données et de données de plus en plus nichées. Entraîner ces prochains modèles d'IA avec juste toute la donnée d'Internet, ça n'a plus trop de sens et ils le font de moins en moins. Ce qu'ils veulent, c'est de la donnée très nichée. C'est le cas de la donnée médicale. Et donc, pour ces deux raisons, on a, vous le voyez ici, pour 400 millions de dollars, Anthropic qui rachète la biotech Coefficient Bio. J'ai pas encore vu exactement, on n'a pas trop d'infos sur est-ce que c'est plus pour de l'entraînement de modèles, est-ce que c'est plus pour vraiment les aider dans la création de ce super assistant de santé pour les humains. Je sais pas exactement, on n'a pas trop l'info. Mais en tout cas, ce sera certainement un mélange des deux. Et cette fois-ci, c'est Anthropic qui se positionne. Anthropic a fait un peu moins de rachats qu'OpenAI. OpenAI, il est assez fort sur les derniers mois. Anthropic un petit peu moins, mais là quand même, il débourse 400 millions de dollars. Donc ça va être encore une fois utile. Ce petit point, je vais vous mettre la vidéo. J'ai adoré ça. Perplexity. On va parler 2 fois de Perplexity aujourd'hui. Pas mal d'actu sur Perplexity. Je regarde le temps parce que j'ai trop d'actu, donc je vais déborder. Perplexity lance un outil, en tout cas une feature, une fonctionnalité pour nous aider à faire nos déclarations de taxes ici, d'impôts évidemment en France. Alors pour l'instant, ça va être très adapté à un contexte américain évidemment. Ça va arriver en France, vous allez pouvoir le faire en France, mais pour l'instant c'est vraiment américain. Et ça va être très facile de le faire en France parce que toute cette info-là est publique, donc c'est simple. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'on voit vraiment la nature même de l'utilisation de l'IA générative. C'est très compliqué pour n'importe quel moldu ou mortel de remplir une déclaration d'impôt parce qu'on comprend jamais quelle case correspond à quel impôt ou à quel revenu, etc. Et c'est là tout le rôle d'une IA générative, c'est de vous rendre tout ça intelligible et facile à utiliser. Et on le voit ici sur Perplexity typiquement. Perplexity a créé, et je vous remets la vidéo, hop, pour celles et ceux qui n'ont pas eu le temps de voir, elle est rapide, a créé un petit module pour nous aider à le faire. Donc vous voyez, il peut avoir accès à votre ordinateur. Vous lui demandez de préparer votre tax review, comme on l'appelle aux États-Unis, votre déclaration d'impôt en France. Il va aller vous faire une checklist. Donc, vous voyez, il va aller sur Internet pour voir un peu quels sont les cahiers des charges d'une déclaration de revenus aujourd'hui. Vous donnez vos documents, les documents dont il a besoin. Donc, il va vous demander les documents dont il a besoin. Et à partir de ces documents, vous voyez, il va vous poser des questions. Il va vous poser des questions. Est-ce que là-dessus, tu as eu des revenus? Est-ce que ce revenu que je vois sur cette feuille, je peux le mettre à tel endroit, etc. Donc, il part de tous vos documents. Il part plutôt du besoin de la déclaration, donc ici, de la feuille de déclaration. Il vous demande les documents dont il a besoin, vous lui donnez tout un petit peu en vrac, et derrière, il va vous aider à remplir, il va même le remplir pour vous. Je trouve que c'est un vrai use case, ce use case de Perplexity et du remplissage des feuilles d'impôt et des feuilles de revenus. Donc, j'ai hâte que ce soit disponible en France. Je pense que personne parmi vous n'apprécie faire sa déclaration de revenus. C'est quelque chose qui est assez pénible. Et là, on a Perplexity qui nous sort ce petit module. Donc, c'est plutôt bon à prendre. Alors, pardon, j'ai une question donc de Thibaut. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, j'y répondrai. Une question de Thibaut. C'est hyper intéressant le tournant que ça va prendre dans les mois à venir, l'IA dans la santé. Oui, moi, je suis assez passionné par ça. Je sais pas si je devrais le dire, mais moi, en perso, je l'utilise énormément. Plutôt ChatGPT au début. Maintenant, je suis plutôt passé sur Claude. J'avais un peu séparé, moi, au début, ChatGPT pour mon perso, Claude pour mon pro. Le seul cas où je dévie à cette règle, c'est sur la santé. Parce que sur la santé, j'utilise de plus en plus Claude et je lui donne toutes mes analyses sanguines. J'en fais tous les mois, tous les 2 mois avec un programme, etc. Bref, et je lui donne toutes mes analyses sanguines. D'aucuns diront que c'est pas forcément très souverain, etc. ou sécurisé. Bref, je le fais quand même. C'est bluffant. C'est bluffant parce qu'il va vous dire, OK, je vois tes analyses sanguines. Dis-moi ce que tu manges, dis-moi combien de fois tu fais sport par semaine, etc. Et il vous fait tout un programme. Et moi, il va même jusqu'à me poser des questions toutes les semaines pour me dire, tiens, en fait, il a mes analyses sanguines et on a fait un plan ensemble pour qu'il m'aide à améliorer certains points. Et maintenant, toutes les semaines, il va me demander 3-4 questions très précises. Tiens, est-ce que tu as pensé à manger ça cette semaine? OK. Tiens, est-ce que tu peux me dire combien de fois tu as fait du sport? Tiens, est-ce que tu peux me dire est-ce que tu t'es senti très stressé un jour? Des choses comme ça. Je lui réponds et tout ça, il le lit avec mes analyses sanguines. Et il garde cette info évidemment en mémoire puisque la prochaine fois que je vais lui donner mes analyses et mes prises de sang, il va me dire, OK, en fait, ce point 5 qui devrait être dangereux parce que tu as un mauvais résultat, en fait, t'inquiète pas, c'est très lié à ce que tu m'as dit il y a 2 semaines où tu m'as dit que tu avais mal mangé le mardi, bu le mercredi et pas fait de sport de la semaine. Il arrive à lier tout ça. À l'inverse, il va me dire, attention, tu as quelque chose qui pourrait paraître anodin,
mais qu'il n'est pas chez toi parce que ça fait 7-8 fois que sur tes analyses, on a cet indicateur qui est bas. Donc, vraiment, sur la santé, moi, je trouve que c'est bluffant. Et là aussi, c'est une manière de simplifier ce que ne simplifie pas des analyses, en l'occurrence des analyses de sang, à savoir du jargon médical que moi, je ne comprends pas. Et lui, il le fait vraiment simplement. Donc, assez bluffant. J'en suis au stade 0, j'en suis au stade de base de faire que de l'analyse sanguine. Mais en fait, demain, et Thibaut, tu le dis bien, demain, ce sera beaucoup plus performant que ça et beaucoup plus poussé, notamment grâce à toutes ces croissances externes qui sont en train de réaliser. Donc, autre point, on a cette fois-ci le Wall Street Journal, si je dis pas de bêtises, qui nous sort un peu des données. Alors, vous savez que OpenAI et Anthropic, les deux vont s'introduire en bourse, dès la fin de l'année. Et donc, on commence à avoir des chiffres. Je vous rappelle qu'une introduction en bourse, ça se prépare de leur part bien en avance. Et donc, on commence à avoir des chiffres qui fuitent. Je sais pas s'ils fuitent de manière, je sais pas si c'est des fuites ou si c'est des déclarations. Ça va dépendre vraiment des chiffres. Mais ici, on a quelque chose du Wall Street Journal, donc qui est assez sérieux. Et ben, vous voyez, c'est que OpenAI et Anthropic nous sortent des chiffres, notamment sur les coûts de l'entraînement des modèles. Et donc, vous voyez on a OpenAI qui va, sur plusieurs années, notamment ça va être le cas en 2026, 2027, 2028, avoir des coûts d'entraînement de modèles qui vont atteindre les 100 milliards de dollars, 125 milliards de dollars. Pour une entreprise, et vous le voyez juste en dessous, ça représentera environ, à ce moment-là, 100% aujourd'hui, c'est plus de 100% de leurs revenus. Ils ont des investissements, parce que je rappelle que le coût d'entraînement, c'est de l'investissement, c'est ce qu'on appelle le compute. C'est je vais mettre X milliards de dollars pour entraîner des modèles. Derrière, je vais vendre ces modèles par abonnement, si je caricature. Et donc, c'est de l'investissement dans ces modèles et ces investissements sont supérieurs à leurs revenus. Vous voyez même sur Anthropic en 2024 que c'était 400% du revenu d'Anthropic, ces investissements. Chez OpenAI, c'est d'ici 2028, 120 milliards d'investissements, en tout cas de coûts d'entraînement de modèles qui vont être faits. C'est assez bluffant. On a même du mal à analyser ça. C'est des montants qu'on n'a jamais vus. Ça représenterait pour OpenAI 85 milliards de dollars de pertes. C'est sur ces 120 milliards, parce qu'il y aura un peu, évidemment, j'espère pour eux, de chiffre d'affaires à côté. Donc, ça, c'est la mauvaise nouvelle, je dirais, c'est que ces coûts d'entraînement des modèles continuent d'exploser. Mais la bonne nouvelle, et je crois que c'est écrit dans le texte, oui, sur la droite, c'est qu'on commence quand même à se rendre compte que si on enlève ces coûts d'entraînement des modèles, on a des entreprises qui sont rentables ou quasiment rentables, déjà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que aujourd'hui, faut essayer, je vais essayer de l'analyser en deux axes. Si vous prenez Amazon ou Uber, c'est peut-être le meilleur exemple. C'est des entreprises qui ont dépensé énormément d'argent avant d'être rentables. Mais elles ont dépensé pas tant en investissement dans le produit. Le produit Uber, il s'est amélioré, le produit Amazon, il s'est un peu amélioré, mais ils n'ont pas eu besoin d'entraîner des modèles énormes comme le fait OpenAI. Donc, c'est pas tant dans l'investissement dans le produit, c'est de l'investissement dans la croissance. C'est de dire comment je fais connaître Uber de 1 million de personnes, puis 5, puis 50, puis 1 milliard de personnes. Donc, ils ont énormément investi dans la croissance, mais pas énormément investi dans le produit. Là, ce qui est différent, et donc, ils ont dû dépenser autant d'argent avant d'être rentables. Ici, ce qu'on sent, c'est qu'il y a énormément d'investissement dans le produit qui, entre nous, est déjà exceptionnel. Mais il n'y a pas énormément d'investissement dans la croissance. Et cette croissance, elle se fait naturellement, organiquement, pas à 100%, mais en grande partie. Et donc, demain, s'ils décident de débrancher, et je prends un cas hypothétique, de débrancher 100% leur coût d'entraînement, ils auront des modèles qui seront plus meilleurs d'année en année, qui resteront ceux d'aujourd'hui. Mais en fait, ils seront rentables parce qu'ils dépenseront pas autant dans la croissance de leur nombre d'utilisateurs. Et donc ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire quand même que le modèle, il est pérenne. Le modèle, il est pérenne, alors que c'est des peurs qu'on avait sur Uber. Je veux dire, Uber, quand ils avaient une croissance folle, on se disait, oui, mais est-ce que le jour où ils arrêtent de faire de la pub, la croissance ne va pas juste chuter? Et donc, si la croissance chute, le nombre d'utilisateurs chute. Et donc, en fait, la boîte serait peut-être jamais rentable. Il se trouve qu'elle est restée rentable, tant mieux. Mais là, on n'a pas le même schéma. C'est une chose de dépenser de l'argent, d'investir dans la croissance, c'est une autre d'investir dans le produit. OpenAI et Anthropic peuvent tout à fait demain investir moins d'argent dans le développement de nouveaux modèles, avoir des modèles qui sont de moins en moins, qui sont de moins en moins de grandes découvertes à chaque fois qu'ils arrivent sur le marché, et pour autant continuer d'avoir de plus en plus d'utilisateurs payants et donc avoir un business model qui est rentable. Donc, on verra ce que ça donne. D'ailleurs, on voit bien la courbe. En pourcentage du revenu, les coûts de développement des modèles vont diminuer parce que les revenus vont exploser, mais aussi parce que les coûts, tout simplement, d'entraînement vont diminuer. Donc, le pourcentage diminue. Mais ça, c'est un point important parce que très souvent, on leur tape dessus sur ces labos d'IA. Oui, tout n'est pas parfait. Oui, ne gagne pas d'argent aujourd'hui. Mais le business model, et moi, j'entends souvent dire que le business model n'est pas rentable. Non, c'est pas le business model qui n'est pas rentable. C'est l'investissement qui, aujourd'hui, est colossal et peut-être surdimensionné,
mais pour quelque chose qui a un avenir qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, OpenAI et Anthropic dépensent énormément d'argent dans ce qu'on appelle l'AGI, créer des modèles de super intelligence. Mais Anthropic, s'il s'arrêtait aujourd'hui, avec le modèle tel qu'il est actuellement sur Claude, c'est déjà une boîte qui peut faire 2000 milliards de valorisation. C'est déjà une boîte qui peut faire 200 milliards de chiffre d'affaires ou 150 milliards, j'en suis sûr, avec les modèles d'aujourd'hui. Donc, c'est quand même un point important. Leur business model, à savoir des gens qui payent des abonnements pour l'outil tel qu'il est aujourd'hui, ça, c'est rentable. Par contre, ils ne veulent pas s'arrêter là et ils investissent sur le futur. Donc, il faut bien avoir ces deux en tête. Et je répondrai à ta question, Thibaut, juste après, mais c'est d'ailleurs très lié à ce qu'on voit ici. Anthropic nous a annoncé une croissance de son chiffre d'affaires qui est complètement délirante. Anthropic qui a fait, je rappelle, en 2025, 2025, ils font 1,5 milliard de chiffre d'affaires, je crois, à peu près. À la fin de l'année, ils nous annoncent être sur un rythme de 9 milliards de chiffre d'affaires. Donc, je rappelle, qu'est-ce qu'ils prennent comme rythme? Imaginez plutôt sur du mensuel. Imaginez que tout le monde paye l'abonnement en mensuel. Ils faisaient à peu près 900 millions de chiffre d'affaires mensuel. Donc, il y a à peu près 9 milliards de chiffre d'affaires annuel. Et c'est pour ça que sur la fin d'année, même si sur l'année 25, ils ont fait 1,5 milliard, en décembre 25, ils ont dit, là, en fait, on est sur un rythme à 9 milliards de chiffre d'affaires parce que sur ce mois-ci, on vient de faire 900 millions de chiffre d'affaires. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Et en fait, ils nous disent 9 millions fin d'année. 2 mois après, ils reviennent en disant, et on en avait peut-être parlé ensemble, on est plutôt sur un trend à 15-19 milliards de chiffre d'affaires. Et ils reviennent cette semaine en nous disant, en fait, on est sur un trend à 30 milliards de chiffre d'affaires. Donc, Anthropic devrait faire cette année, à croissance égale à ce qu'ils ont actuellement, devrait faire 30 milliards de chiffre d'affaires, en tout cas d'ARR, à la fin de l'année. Donc, c'est colossal. Là aussi, c'est totalement inattendu. Une boîte qui va passer de 1 milliard de chiffre d'affaires sur l'année 25 à potentiellement 30, potentiellement 40 milliards sur l'année 26, on a du mal à imaginer ce que ça peut donner. Mais c'est le cas. C'est le cas. C'est une annonce officielle d'Anthropic et il surpasse OpenAI. OpenAI aujourd'hui n'est pas en run rate. Donc, je rappelle, le run rate, ce serait le chiffre d'affaires mensuel x 12. Imaginons ça. N'est pas à 30 milliards de chiffre d'affaires. Alors qu'Anthropic, ils sont à 30 milliards de chiffre d'affaires. Donc, ça y est, ils les ont rattrapés. Et c'est pour ces raisons-là que je vous dis que c'est des business models qui sont très rentables parce que ça fonctionne, ça gagne de l'argent. Par contre, ils prennent ces 30 milliards et ils en investissent 75 pour créer les modèles de demain. Ça, c'est autre chose. Investissement sur l'acquisition des données personnelles pour globaliser les automatisations sur les besoins principaux des populations. Donc voilà, c'est principalement de l'achat de données. C'est un peu ce qu'on disait Thibaut, je pense, sur la partie acquisition d'Anthropic. Et c'est principalement pour la donnée. Donc on verra ce qu'ils font avec. Mais en effet, je pense aussi que c'est mettre la main sur la donnée, très important pour eux. Un autre chat que j'ai adoré, un peu moins connu, je vous conseille de suivre Epoch AI. S'il y en a qui veulent regarder, ils font des charts, des graphiques régulièrement qui sont assez intéressants. Et ils nous montrent un petit peu qui sont les entreprises dans le monde qui ont le plus de puces. Je vous rappelle que les puces, à la fois pour entraîner des modèles, vous avez besoin de puces d'IA, mais aussi derrière pour faire tourner les modèles. À savoir, dès que ma grand-mère elle fait un prompt sur son ordinateur, il y a une puce Nvidia qui tourne quelque part dans le monde. Et on voulait savoir aujourd'hui qui sont les entreprises qui détiennent le plus de puces. Et c'est intéressant parce que vous avez ici le top 4. On voit quand même que dans le top 4, il n'y a pas OpenAI, il n'y a pas Anthropic. C'est pas eux qui ont le plus de puces aujourd'hui. Alors, ils en louent aux grands labos, aux grandes GAFA que vous voyez ici. Mais ils en ont aussi beaucoup en propre, mais ils ne font pas partie des plus gros détenteurs de puces. Plusieurs choses qu'on voit ici. Déjà, c'est qu'en vert, vous voyez que c'est Nvidia qui écrase quand même le marché aujourd'hui. C'est-à-dire que Microsoft a 85% de ses puces qui sont des puces Nvidia. Meta a, à la louche, 70-75% de ses puces qui sont des puces Nvidia. Donc Nvidia écrase le marché, mais, et là il y a un point très important. Déjà, le détenteur du plus de puces dans le monde, c'est Google. Et Google détient plus de puces TPU que de puces Nvidia. La puce TPU, imaginez que c'est en fait Google a voulu créer ses propres puces. Là, vous avez Nvidia qui crée des puces, vous avez Google qui s'est dit, nous, on va créer nos propres puces. Vous avez les GPU chez Nvidia qui s'appellent plutôt les TPU chez Google. Et donc, aujourd'hui, ils ont plus de puces TPU que de puces Nvidia et de GPU classiques chez Google. Donc, c'est assez fort. Vous avez AWS, donc Amazon, qui a ses Trainium. Pareil, Amazon a voulu faire ses propres puces. Je ne sais pas d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait faire un jour, je ne sais pas si vous êtes au clair sur toute la chaîne de valeur autour justement des semi-conducteurs. C'est passionnant. Je lis en ce moment un livre qui s'appelle Chips War, la guerre des semi-conducteurs, qui est passionnant pour bien comprendre qui est ASML, qui est Nvidia, comment tout ça fonctionne, comment sont gravées les puces, qui est le concepteur, qui est le fabricant, qui est TSMC.
Donc, si ça vous intéresse, vous nous direz, on fera peut-être un épisode là-dessus. En tout cas, vous avez parmi ces concepteurs de puces, Nvidia qui est le plus gros, AMD, donc vous voyez un peu de puce bleue AMD, c'est un très gros concurrent AMD. Et vous avez Google et Amazon qui font leurs propres puces. Donc, Google a une capacité de compute, de calcul, il y a une puissance de calcul qui est énorme parce qu'aujourd'hui, ils ont énormément de puces, notamment leurs propres puces. Et vous voyez ici, je crois que c'est ce chiffre de 60%, on considère qu'environ 60% du compute total dans le monde, donc de la puissance de calcul, en tout cas sur ces typologies de puces, est détenue par les 4 gros Google, Microsoft, Meta et Amazon. On n'a pas Apple d'ailleurs, c'est intéressant. Mais ils ont le plus de puces dans le monde. Vous voyez ici, on a l'équivalent en puces H100. Je rappelle que les puces H100, c'est parmi les puces les plus performantes d'NVIDIA. C'est comme si Google avait 5 millions de puces NVIDIA. Même si c'est les leurs, c'est l'équivalent, ce serait d'avoir 5 millions de puces NVIDIA. Donc, assez colossal. Et on arrive sur ce fameux graphique que je voulais vous montrer justement pour comparer nos amis d'Anthropic et nos amis de OpenAI. Je vais prendre la question, je vous laisse regarder le graphique et puis je le commenterai. Tu en penses quoi du tournant que prendrait NVIDIA sur l'arrêt du partage de microprocesseurs pour passer aux AI Factories, essayer de complètement monopoliser le marché? On a un exemple. Alors, je vais faire le malin parce que je l'ai lu il y a 2 jours dans ce fameux livre. On a un exemple et on a plusieurs exemples qui n'ont pas marché. Il y a Intel, alors qui n'ont pas marché. Intel a une magnifique boîte qui vaut plusieurs centaines de milliards de dollars. Mais Intel s'est clairement fait écraser alors que c'était les pionniers dans ce secteur-là. Ils se sont fait écraser par Nvidia et compagnie. On se rend quand même compte qu'une boîte qui veut gérer de bout en bout ce marché, c'est quand même pas si facile. Je rappelle que donc vous avez aujourd'hui Nvidia qui, je caricature un peu, mais dessine les puces, conçoit les puces. Vous avez derrière TSMC qui reçoit ça, qui fabrique les puces, qui va vraiment graver avec du silicium les puces. Et donc, il y en a qui se disent, notamment c'est le cas d'NVIDIA, de se dire, est-ce que je remonterai pas toute la chaîne de valeur? Est-ce que j'aurai pas mes propres usines? Je conçois les puces, potentiellement même je fabrique un jour les machines qui conçoivent les puces, je conçois les puces, je fabrique les puces en dessous. Et ils veulent en effet prendre toute la chaîne de valeur. Moi, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop pour les mêmes raisons que pour lesquelles Intel n'a pas réussi. C'est qu'à un moment donné, c'est tellement concurrentiel. Ça demande tellement d'argent. Vous savez qu'un des gros problèmes d'Intel, c'est qu'en fait, et c'est là où ce qu'on appelle les fabless compagnies, donc c'est le cas d'NVIDIA, ils n'ont pas d'usine. Là où ils ont été très forts, c'est qu'ils ont pu lever 10 milliards de dollars juste sur la conception. Intel disait, nous, si on a besoin de lever 10 milliards de dollars pour concevoir les puces du futur, mais en fait, il faut qu'on lève en même temps 100 milliards ou 200 milliards de dollars pour fabriquer ces puces du futur. Nvidia s'est dit, nous, on va se concentrer que sur la conception. Et là, il se pose cette question-là de dire, on va faire de bout en bout. Moi, je pense que ça aura la même conséquence qu'Intel, à savoir que ça va être trop compliqué. On n'a pas beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui gèrent toute une chaîne de valeur de bout en bout. Et Nvidia va même aller plus loin, c'est qu'ils créent leur propre modèle de langage. C'est-à-dire, demain, ils vont faire quoi? Ils vont concevoir la puce, ils vont fabriquer la puce, ils vont stocker la puce, ils vont entraîner avec la puce leur propre modèle de langage, mais ils vont créer aussi Nvidia GPT. J'y crois pas trop. J'y crois pas trop et je vois pas comment tout ça peut fonctionner. Donc, je sais pas si c'est exactement ça qui était ta question, Thibaut, mais si c'est ça, voilà, non, moi, j'y crois pas trop et je dirais, c'est pas tant une conviction IA, c'est une conviction générale pour toute boîte. Ils peuvent pas être sur toute la chaîne de valeur. Et en tout cas, en termes d'IA, ce que je vois, c'est que ça va demander des investissements colossaux. Et c'est 2 choses différentes d'être concepteur et d'être fabricant. Enfin, on le voit, on a vu dans plein de business. C'est pourquoi Accor vend ses hôtels, en tout cas vend les murs. C'est une chose d'opérer des hôtels, c'est un autre business de gérer de l'immobilier, d'acheter de l'immobilier, de vendre de l'immobilier. Là, je pense que c'est un peu pareil. C'est une chose de concevoir des puces, c'est une autre de gérer du data center. Si on va même jusqu'au bout des choses. C'est pour ça que quand Mistral investit beaucoup dans du data center, OpenAI aussi, moi, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que Mistral, c'est une entreprise qui doit faire de l'immobilier et acheter des data centers? Est-ce que Mistral, c'est une entreprise qui doit opérer du data center? Est-ce que Mistral, c'est une entreprise qui doit louer des GPU et entraîner des modèles? Bon, moi, je pense plutôt ce dernier point. Louer ou acheter des GPU, mais en tout cas, plutôt entraîner des modèles. Parce que j'en parlais aujourd'hui, donc merci de traiter avec plaisir. Merci Thibaut pour ta question. S'il y a d'autres questions, vraiment, n'hésitez pas. J'avance un petit peu ensuite parce qu'on va être en retard. Toujours pareil, on en parle ensemble, un peu moins IA générative, mais je vous l'ai dit quand même, on fera des petits points sur la partie robotique. Là, c'était pour vous montrer le nombre de robots dans les usines Amazon qui explosent. On parle aujourd'hui d'1 million de robots dans la flotte Amazon.
Et vous voyez la croissance depuis 2014. Donc, c'est vraiment un domaine sur lequel Amazon ne veut pas s'arrêter. Justement, notre ami Amazon, je ne sais pas si vous l'aviez vu passer en septembre, je dirais, un peu plus tard. On a notre ami Jeff Bezos qui nous a dit être en startup, en stealth, vous savez, startup, donc en train de créer une nouvelle startup. Il en a déjà créé une belle, mais il était sur un autre projet. Et il vient d'embaucher un des patrons, d'abord qui était chez OpenAI, un des cofondateurs d'OpenAI, et qui est ensuite parti chez xAI avec Elon Musk, là aussi pour cofonder le labo. Il s'appelle Kyle Kozik, quelque chose comme ça. Et il rejoint maintenant Amazon. Bon, peut-être que dans 3 jours, il nous dira qu'il rejoint Apple ou Facebook ou je ne sais qui. Je sais pas comment il faut prendre cette news-là. En tout cas, ça prouve quand même, c'est un move assez agressif de Jeff Bezos qui embauche ce fameux Kyle Kozik. Et donc, il a des grosses ambitions. On n'a pas trop d'infos. Je sais pas si vous en avez vu passer. Je suis pas, pour l'instant, convaincu. Enfin, je n'ai pas vu grand-chose. La seule chose qu'on a l'air de savoir et de comprendre, c'est que ce serait plutôt sur de l'IA robotique. On sait que dans la Silicon Valley, que ce soit chez xAI, chez Tesla, chez Nvidia, il y a une énorme envie de se diriger vers le robot humanoïde, qui serait le très gros prochain marché pour ces boîtes-là. Je pense que c'est le cas aussi chez Amazon. Je suis pas sûr qu'ils aillent jouer contre Claude ou contre ChatGPT sur la partie chatbot et GenAI et Agentic AI. Par contre, sur la partie bureautique, là, il y a tout un tas de choses à faire en termes d'IA. Donc, c'est peut-être là-dessus qu'ils vont aller. Je passe très vite sur celle-ci, mais c'est pour vous dire que attendez-vous à ce que Anthropic nous sorte une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Claude Conway, des sortes d'agents qui seraient tout le temps disponibles sur votre téléphone. Donc, vous voyez, ça devrait sortir ici, des agents un peu indépendants. Et est-ce que c'est un équivalent d'OpenClaw? Je sais pas, on verra. En tout cas, ce serait plutôt pour du particulier et pour l'utiliser vraiment en perso. Donc, on va voir. On va arriver sur la grosse news. Donc, j'avance un petit peu. Je reviendrai dessus sur Mythos parce que cette news-là, c'est la sortie de Claude Mythos. Ça y est, on commence à y voir plus clair. En tout cas, les équipes d'Anthropic qui n'en parlaient pas jusqu'ici commencent à en parler. Donc, on va en parler nous un petit peu. Une petite actu franco-française pour vous dire que Papers a sorti comment être sûr qu'une startup fonctionne, nous dit Thibaut. Moi, je sais plus sur quelle actu tu voulais parler. Papers lance son MCP. Donc, Papers, je rappelle, vous pouvez retrouver toute l'information, beaucoup de data sur des entreprises, sur l'immobilier maintenant, sur plein de choses. Ils sortent leur MCP Claude. Alors, on va vous faire un guide, peut-être pour demain, au pire pour vendredi, de comment utiliser le MCP de Papers sur Claude. Vous l'aurez, comme d'habitude, nous on fera un petit commente MCP et tu as accès à ton super guide. On verra, j'espère que ça vous intéressera, mais ça peut être pas mal pour aller questionner toute la data de Papers via Claude. Ce MCP, il est vachement utile. Nous, on va l'utiliser directement. On passe beaucoup de temps sur Papers. Donc, vous pouvez le tester d'ores et déjà. Les revenus de Perplexity qui augmentent de 50%. Là aussi, je vais vous montrer un petit graphe juste après. Donc, j'y reviens. Tac, tac, tac. Et donc, ce fameux Claude Mythos. Donc, Claude Mythos. Alors ici, on avait vous voyez l'ARR d'Anthropic. Voilà, je voulais vous le remettre une dernière fois. On parlait en fin d'année de 10 milliards d'ARR, 9 milliards, 10 milliards. Et puis en janvier, on s'est dit 15 milliards, puis 20 milliards en février, et puis 30 milliards en avril. Donc tout ça ne s'arrêtera donc jamais. Et ensuite, donc on a enfin un peu d'informations sur Claude Mythos. Ce qu'on voit, c'est que le modèle a l'air de manière assez surprenante, très, très, très performant. Beaucoup plus performant que les anciens. Et il a l'air d'avoir été entraîné avec moins de tokens que les derniers modèles. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez bluffant. Il serait 5 fois plus efficient en termes de tokens, donc 5 fois plus efficace que les derniers modèles d'OpenAI, alors qu'il va être beaucoup plus gros, il va être beaucoup plus cher, vous allez voir. Donc, c'est pour l'instant que des suppositions, c'est pour l'instant des graphiques qui nous sortent un peu à droite à gauche, qui nous arrivent à droite à gauche. On n'a rien de 100% officiel, mais ce serait encore un modèle qui aurait été entraîné de manière plus efficace que les anciens, alors qu'il est beaucoup plus performant. Et vous allez voir à quel point il est plus performant. Je reviendrai là-dessus si j'ai le temps ensuite. Qui dit beaucoup plus performant pour Claude Mythos dit beaucoup plus cher. Vous voyez ici. Je rappelle, vous avez 2 coûts sur les IA quand vous les utilisez. En input, donc la donnée que vous allez lui donner, il va mouliner pour comprendre votre donnée, il va remouliner pour vous donner votre réponse. Je caricature un peu.
Et on était sur des coûts sur Claude Opus de 5 $ par million de tokens en entrée et 25 $ par million de tokens en sortie. On serait plutôt sur 25 en entrée pour Mythos et 125 en sortie. Donc, un modèle qui serait vraiment, certes, beaucoup plus performant, mais beaucoup plus cher. Quels vont être les cas d'usage d'un outil, d'un modèle aussi gros, d'un modèle aussi cher? C'est assez dur à imaginer. Il est dans tous les benchmarks. Je vais voir si je vous ai mis un petit benchmark pas loin. Mais dans tous les benchmarks, voilà. Et ici, ça a l'air d'être un benchmark. Ah non, c'est pas celui-ci, pardon. Hop, hop, hop. Est-ce que je vous trouve un benchmark? Je vais vous trouver un benchmark en direct sur Mythos. Parce qu'on a des premiers benchmarks qui sont sortis. Il a l'air vraiment, vraiment, vraiment plus performant que ses petits camarades. Tuc, tuc, tuc. Voilà. Vous l'avez ici. Donc, je rappelle le Sway Bench, qui est l'SWE Bench, qui est un des benchmarks les plus respectés et les plus qualitatifs. On parle d'un saut de 13% par rapport à Claude Opus. Vous voyez que Claude Opus 4.6 et Gemini, ici, étaient assez similaires. À chaque fois, on est sur des modèles qui sont un peu plus performants que les anciens. Là, on a des sauts qui sont assez bluffants. Et c'est pour ça qu'ils l'ont pas sorti. Ils nous ont dit dès le début, on sortira pas trop vite ce modèle parce que on a peur qu'il soit un danger pour certaines personnes parce qu'il est trop puissant. On devrait y avoir accès, j'ai vu, dans les prochaines semaines ou d'ici quelques mois. Ça devrait aller assez vite. Donc, on a hâte. J'espère qu'on pourra tout le tester. Ça va coûter une fortune. Est-ce qu'ils vont nous faire payer un abonnement à 500 € par mois pour le tester? C'est pas impossible. Les labos d'IA aujourd'hui sont prêts à tester sur des abonnements très, très chers comme ça. Donc, on va voir. Mais en tout cas, ce qui nous sort pour l'instant, et c'est au début, ce qui était des rumeurs, là, ça sort de la part des fondateurs, c'est pas vraiment des fondateurs, mais des équipes, d'Anthropic. Donc, c'est vraiment réel. Et le deuxième petit point qui est sorti sur les modèles, très intéressant, c'est nos amis de Facebook, de Meta, qui reviennent enfin dans la course. Je rappelle que Meta avait sorti Llama. Je pense que le dernier modèle Llama 4, ça date d'il y a quasiment 1 an, 9 mois. Je dirais été 2025. Et ils reviennent avec un nouveau. Donc, depuis, il se passe rien chez Llama. On a Yann Lequin qui a quitté les équipes. Alors, certes, il y a Alexander Wang qui est arrivé pour 19 milliards de dollars quand même. Et qui a été racheté, mais il se passait pas grand-chose. Et jusqu'à qu'on ait la semaine dernière, on en a parlé ensemble, le projet Avocado qui devait sortir. On entendait parler de nouveaux modèles, et du coup, il est sorti. Il s'appelle Muse, et en tout cas le modèle Muse Spark, avec là aussi des benchmarks qui sont assez bluffants. Donc je veux pas tout vous lire tout ce que nous donne notre cher Alexander Wang, mais il est assez bluffant par rapport à Claude 4.6 Opus, qui est aujourd'hui la référence des modèles d'IA, en tout cas des gros modèles de langage sur le marché. Et sur tout un tas de benchmarks, il est plus performant. Donc, ça y est, Meta serait de retour. Ils ont pris Alexander Wang quand même, il y a maintenant 1 an et demi. Ils ont racheté sa boîte pour 19 milliards. Le gars a 24 ans. Donc, ils ont fait quand même un vrai investissement. C'était pas pour rien. Et c'était pas pour rien, et j'ai l'impression que c'était pour ça. C'était pour mettre de côté les modèles Llama et partir sur des gros modèles. À quelle fin commerciale, je sais pas trop. D'ailleurs, vous allez voir ici, c'est la news qui suit, qu'ils ont sorti en même temps leur nouvelle app Meta AI. Hop, ça ressemble à ça. Donc, je sais pas si vous avez accès. À mon avis, c'est accessible qu'aux États-Unis. Je l'ai vu 1 heure avant d'arriver, donc j'ai pas eu le temps de le tester. À mon avis, c'est que aux États-Unis. Je suis pas sûr qu'on y ait accès, mais en tout cas, ils ont sorti leur nouvelle application Meta AI, et elle serait déjà branchée sur le modèle Muse Spark, donc le nouveau modèle de Meta. Donc c'est bien. Je vous rappelle que notre cher Mark Zuckerberg nous a quand même annoncé, là aussi il y a à peu près 1 an, qu'il était en train de construire un data center de la taille de Central Park. Donc, il a de la puissance de calcul, il a envie de faire de l'IA, et ça m'étonnait qu'il laisse Llama tomber comme ça. Apparemment, c'était pour aller sur peut-être une autre génération de modèles, on verra au test un petit peu. Mais manifestement, sur les benchmarks, c'est une génération de modèles qui est très puissante, ce Muse Spark. Donc, un nouveau modèle arrive dans la course. On avait vraiment les Gemini, GPT et Claude qui étaient les gros modèles de fondation les plus performants, et Llama était derrière. Est-ce qu'on va avoir ce nouveau modèle qui enfin atteint les 3 gros sur les benchmarks? Ça a l'air d'être pour l'instant le cas. Vous voyez, il l'explique quand même, il l'explique comme ça. Ça a l'air d'être une nouvelle architecture de modèle. C'est pas un modèle classique un peu amélioré, comme quand on passe de 5.2 à 5.4. C'est une nouvelle architecture de modèle. Il est multimodal. Tous les modèles ne le sont pas. Lui, il est multimodal. C'est pas vraiment le cas. Opus 4.6 se considère, à mon avis, pas comme multimodal.
Il ne génère pas d'images. Là, je pense que Muse va générer d'images. Donc, c'est pas le cas de Claude Opus. Et c'est le cas de notre cher nouveau Llama qu'on a appelé donc Muse. On verra un petit peu ce qu'il donne. Hop, j'avance pour vous faire les quelques dernières actus, puis je prendrai bien sûr les questions à la fin. N'hésitez pas. Je passe sur notre docteur Laurent Alexandre. J'ai bien aimé parce qu'il a été auditionné hier par l'Assemblée et il nous a dit arrêtez d'écouter Luc Julia. Et moi, je suis 100% d'accord. Vous savez, c'est un peu ma thèse. C'est Luc Julia nous répète à longueur de journée que les IA génératives, c'est débile, que les IA génératives, ça sait faire que très peu de choses, que le LLM, c'est pas le futur. Oui, ok, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. C'est dénigrer une techno de manière assez, je trouve, idiote. Je pense qu'il n'a pas réussi à aller là où il voulait aller avec l'IA générative. Il a été dépassé très fortement par tous les labos que vous connaissez. De là à dire que c'est pas intelligent. Non, bah, j'aime bien Laurent Alexandre qui dit il y a le feu au lac parce que il m'écrabouille déjà en médecine. Donc je sais pas s'il est plus intelligent que moi ou pas au plus 4.6, mais il est meilleur que moi en médecine et je me considère intelligent en médecine. Et je trouve que c'est une bonne approche du sujet. On peut l'aimer, ne pas l'aimer. En tout cas, c'est une bonne approche du sujet. Notre ami Arthur Mensch qui vient dans BFM, sur BFM, pour demander comment dire, il a fait une tribune pour expliquer comment la France et même l'Europe pourraient devenir plus attractifs et surtout pourraient se protéger des géants américains et chinois en termes d'IA. Et il vient avec plein d'idées. La préférence européenne, notamment pour le choix des IA. Selon lui, les collectivités, les États devraient utiliser uniquement des IA françaises. Bon, bah oui, ça l'arrange bien. Hein. Il existe comme Mistral. Il faudrait que les visas express soient délivrés en 15 jours pour des experts IA. Bon, ben ça, je trouve ça pas mal. Il y a plein de pays dans le monde qui font ça, pas forcément sur l'IA, mais d'autres thématiques. Bah, dire qu'en effet, si des ingénieurs de chez Google veulent venir travailler chez Mistral, ils ont le droit à un visa express. Ça, oui, je trouve que c'est pas mal. Mais voilà, il a fait quelques. Je vous laisserai aller voir. Hein, il y a plein de points. Il a fait quelques propositions. C'était assez marrant. James Park qui débarque dans la suite Office. Hop, je vous mets un de nos préférés. On l'utilise beaucoup. Vous le savez, et il débarque dans notamment PowerPoint et Excel, de la même manière que Claude et ChatGPT, et GPT en tout cas, dans les dernières semaines, ont aussi débarqué sur Excel et sur PowerPoint. Vous voyez, hop. Donc vous allez pouvoir, depuis PowerPoint, faire désormais depuis PowerPoint et depuis Excel, travailler directement avec notre ami Genspark. Je pense que ça fonctionne avec leur propre modèle, du coup. Hop, je vais vous enlever la vidéo. Je pense qu'il fonctionne avec leur propre modèle, parce que si c'est pour émettre la techno de Claude directement ou de GPT, ça a moins de sens. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt utile. Avant-dernier point ou dernier point, je vous parlais de la croissance de Perplexity. Bah, vous voyez, Perplexity est passé en quelques semaines, mois, de 300 millions d'ARR à 400 millions et quelques d'ARR, 450 millions d'ARR, notamment grâce à tout ce qui est sorti, je sais pas si vous avez vu, sur les agents. Donc eux, ils sont vraiment passés du search. Apparemment, ils abandonnent, mais ils mettent moins d'efforts sur le search et de plus en plus d'efforts sur l'agentique. Et ils ont sorti leur équivalent d'OpenClaw. Ils vont même plus loin sur la partie finance, sur l'agent. Et depuis ces sorties-là, notamment leur Computer Use à eux, donc je rappelle, c'est un équivalent d'OpenClaw, vous voyez, en un mois, ils ont gagné 100 millions d'ARR. C'est une boîte qui fait plus de 100 millions sur son ARR en un mois. Ça fait froid dans le dos. Donc, c'est très, très fort. Donc, c'est le retour de Perplexity. Dites-moi si vous l'utilisez. Moi, je suis toujours un peu dubitatif sur ce fameux Perplexity. Je trouve pas encore trop les cas d'usage. C'est bien pour les collaborateurs au sens large, c'est-à-dire faire des petites recherches, etc. Oui. De là à payer 20 € par mois, j'ai pas moi l'utilisation aujourd'hui. Donc, je ne sais pas exactement quelle typologie d'entreprise, parce que c'est beaucoup tourné entreprise apparemment, mais quelle typologie d'entreprise vraiment paye des licences Perplexity. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le search, ils sont montés jusqu'à 300 millions et quelques d'ARR. Bon, vous voyez la courbe, ça continue de grossir. Mais peut-être que ce qui va les faire passer à 1 milliard d'ARR, ce serait donc cette fameuse suite agentique. Est-ce que Perplexity serait le futur outil IA agentique? C'est pas impossible. Mais pour l'instant, ils sont encore quand même majoritairement tournés vers le search. Enfin, dernier point, c'est pour donc nos amis de TBPN. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble, hein, les fameux
Les fameux JT-TBPN. Alors oui, c'est un peu en format là aussi, JT 20h. C'est pour ça on va essayer de les copier, en tout cas de s'inspirer de ce qu'ils font. Évidemment, pas de tout copier, mais de s'inspirer de ce qu'ils font parce qu'ils sont très très bons. Donc on essaie de s'inspirer des bons. Ce que je vais vous dire là-dessus, c'est ce chiffre que j'ai trouvé intéressant sur les 30 milliards d'ARR d'Anthropic. On a appris l'usage des tokens Anthropic par Meta. Et ça représenterait, si on prend juste le nombre de tokens, environ, je crois, 30%, je sais plus si je l'ai mis, oui, à peu près 30% du revenu d'Anthropic. Ça a été retraité, je vous passe des allers-retours, mais ça a été retraité. Et il se trouverait que ce serait quand même 1,6 milliard d'ARR qui serait représenté. Donc, dans l'ARR total d'Anthropic, il y aurait 1,6 milliard qui serait représenté juste par l'utilisation chez Meta. Donc, c'est assez bluffant. C'est pas tous les jours qu'on a une entreprise qui dépense 1,6 milliard de dollars chez nous. Ce serait le cas pour Meta chez Anthropic. Ce qui prouve bien quand même qu'ils étaient passés un peu à côté de leur propre modèle de langage. C'est peut-être moins le cas maintenant avec Muse. Je crois que c'est Muse, son petit nom, qui est sorti aujourd'hui, il y a quelques heures. Mais vous voyez, même Franklin Wang en dessous nous a posé la question en mettant est-ce qu'on est vraiment sûr que un tiers du revenu d'Anthropic serait fait par Meta? Bon, ça serait plutôt un peu moins, ce serait pas 10 milliards, ce serait plutôt 1,6 milliard. Mais bon, c'est assez bluffant de voir des entreprises aussi concurrentes, mais qui pour autant travaillent autant ensemble et consomment autant ensemble. Alors, je réponds aux questions. Voilà un petit peu sur tout ce que je voulais vous dire. Je vais aller un peu vite sur les dernières parce qu'on dépasse. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ça? Je vais répondre à toutes les questions, Thibaut. Merci beaucoup de nous en poser. Je bois un petit verre d'eau et je réponds. Posez-nous des questions. Vous êtes encore très nombreux, quasiment autant que la dernière fois, malgré le soleil. Alors, ça y est, le soleil s'est couché maintenant. Vous pouvez revenir aux 20h. Mais vous êtes quasiment aussi nombreux que la dernière fois, donc c'est top. Posez-moi des questions. Je bois un petit coup puis je réponds. Et Thibaut, je répondrai à tes questions. Alors, donc, tac. La vague de vibe codeur qu'on va manger sur les réseaux quand Mythos va sortir, ça va être terrible. Oui. Oui, après, est-ce que c'est un modèle qui... C'est assez dur parce que est-ce que c'est un modèle qui est vraiment meilleur parce qu'il est vraiment meilleur en code ou est-ce que c'est un modèle qui est meilleur parce qu'il est aussi bon en code mais meilleur sur d'autres choses? On ne sait pas trop pour l'instant. Donc, puis moi, je pense qu'on va atteindre un plafond dans le web coding, dans le sens où tout le monde ne deviendra pas vibe codeur. Nous, on a créé un laboratoire. On en a parlé la semaine dernière. On a créé chez Mysteria un laboratoire de vibe coding. Et en fait, on se rend compte que au début, on s'est dit c'est super, tout le monde dans la boîte va pouvoir vibe coder des outils. En fait, c'est pas si simple que ça. Non pas que ça nécessite forcément des compétences de dev. Je pense que ça en nécessite un petit peu. Tout le monde ne peut pas vibe coder. Si je comprends vraiment rien au dev, c'est dur de vibe coder. Mais ça demande quand même aussi des compétences analytiques, de structuration, de visualisation de ce qu'est un bon produit, un beau produit, etc. Et ça, c'est quand même pas donné à tout le monde. Donc, je pense que cette hype de vibe coding, elle est évidemment pas à son top. Mais est-ce que parce qu'avec un modèle comme Mythos, qui est beaucoup plus puissant, tout le monde va pouvoir commencer à se créer ses propres apps? Moi, je pense pas encore. Donc, ça va être intéressant de voir, en effet, Thibaut. Mais en tout cas, je pense que s'il y a un jour un plafond dans le web coding, ça peut être dû à ça. C'est qu'il n'y a pas juste besoin de super modèles. Il y a besoin aussi de personnes qui arrivent à imaginer un produit, à le concevoir, à comprendre le besoin de la personne en face qui va utiliser le produit, etc. Et ça, l'IA vous aide, mais à un moment donné, il faut parler aux gens. On va voir arriver des modèles only company parce que les coûts vont être invraisemblables. Ou peut-être. Je suis pas encore certain. Je suis pas certain vu la vitesse en fait à laquelle vont ces boîtes-là. Je suis pas sûr que ce sera possible, mais bon, oui, ça va tellement vite. Je sais que ça date un peu, mais sais-tu sur quoi se basent en termes d'IA les modèles only consultants, non consultants, pardon, de PwC. Donc oui, je rappelle, PwC a annoncé avoir sorti des sortes d'IA qui pourraient répondre à des petits bouts de missions de conseil, voire même faire des prestations de conseil toutes seules, parce qu'entraînées avec la data de PwC et donc en capacité de produire des missions. Je suis pas... Déjà, je pense la com. Alors, ça a été mon plus gros post LinkedIn. Je fais 400 000 vues, je crois, dessus. Donc, ça a intéressé, manifestement. Mais je pense que c'est de la com. Je les vois pas risquer leur marque sur un sujet comme ça. Je pense que c'est avec des modèles en interne. Je pense que c'est des modèles open source, type du Mistral, du Llama, qui a été fine-tuné en interne.
Donc ça aussi, est-ce que vraiment ça fonctionne? Je suis pas sûr. Donc moi, j'y crois pas trop. Thibaut, je pense que c'est beaucoup de marketing. Et 2, je pense que c'est sur des petits modèles qui fonctionnent pas très bien. Donc 3, je pense qu'ils vont pas le vendre. Voilà. À mon avis, c'est si simple que ça. Juliette, en quoi Claude Mythos pourrait être dangereux? Ce qui est ressorti, c'est pas tant des dangers sur. On m'a demandé la dernière fois, est-ce que c'est un outil qui peut créer des bombes? Est-ce que c'est un outil qui peut créer Non, c'est pas tant ça. C'est surtout en termes de failles de sécurité. C'est un outil c'est un modèle, pardon, qui aurait la capacité, de par son intelligence, je mets des guillemets, de détecter très facilement des failles de sécurité, beaucoup plus facilement que n'importe quel outil d'IA. Et donc, en termes de cybersécurité, ça peut être très, très grave. Donc, ce serait principalement ça, aujourd'hui, le risque derrière Claude Mythos. Et ce pourquoi il a été un petit peu reporté, c'est que les équipes d'Anthropic avaient trop peur que ça sème la pagaille avec des personnes qui commençaient à avoir accès à des codes sources de n'importe qui, etc. Ça, c'est ce qui est ressorti, en tout cas officiellement, des dangers autour de Claude Mythos. Selon un post, nous dit, alors j'ai pas le nom, pardon, de LinkedIn User. Selon un post publié par les Échos, aujourd'hui, il semble qu'Anthropic a choisi de ne pas sortir son nouveau modèle Mythos qui représente une menace cyber trop importante pour des milliers de logiciels. Les progrès des modèles d'IA dans la cyber déstabilisent profondément le marché. Bon, voilà, c'est exactement ce que je disais à Juliette. Est-ce qu'on sait plus sur la menace dont il s'agit? Pas plus que ce que je vous dis là. Non, pas plus que ce que je vous dis là. Si ce n'est qu'en effet, pour des milliers de logiciels, c'est un outil qui pourrait très facilement comprendre l'architecture de tous les logiciels, et en comprenant un bout d'un logiciel, imaginer tout le reste d'un logiciel. C'est plutôt ces choses-là. Faire des simulations, des milliers de milliards de simulations pour comprendre comment jailbreaker, je sais pas le mot en français, mais comment réussir à pénétrer des outils. Donc, c'est plutôt sur ce genre de risque de cybersécurité qu'on le voit aujourd'hui. De ce qu'on a compris, parce qu'encore une fois, ils ne sont pas trop communiqués, mais de ce que j'en ai compris, ce serait plutôt ces risques-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, regardez, ça me prouve que mes équipes suivent bien le live. C'est une bonne nouvelle. J'ai notre expert Vibe Coding qui me dit que le guide est prêt. Donc, le guide, je vous rappelle, pour brancher son MCP à Papers, le guide est prêt. Alors, il va avoir la pression parce que du coup, je suis maintenant obligé de le sortir dès demain. Donc, j'espère pour lui que le guide marche bien. Je suis en train de regarder. Ça a l'air plutôt pas mal. J'espère que le guide marche bien parce que on va le sortir demain. Du coup, maintenant, je vous promets qu'on va le sortir demain. Il vous a même construit une démo fonctionnelle. On tape un nom d'entreprise, on obtient une analyse complète en 30 secondes. Voilà, c'est aussi ça, Mysteria. Alors, je vais regarder en direct si je peux le tester. Request access. Pierre, si tu nous regardes, laisse-moi y accéder. Je vais vous faire une démo en live pour voir un peu si tout ça fonctionne bien. Du coup, Pierre, tu as la pression parce que tu nous dis que tout fonctionne. Pour l'instant, chaque utilisateur doit rentrer sa propre clé Papers. Et pour l'instant, il faut une clé Papers. Mais si le post devient viral, voilà comment ça se passe dans le monde de l'IA. Du coup, il vous faut quand même une clé API Papers parce qu'il faut rentrer sur la donnée Papers. Et Pierre me dit, si tu veux, on peut mettre notre clé API Papers. Le problème, c'est que si le post devient viral, ça peut vite nous coûter très, très cher en API. Et il a 100% raison. Donc, pour l'instant, je vous expliquerai comment le setup. On vous fera une démo. Peut-être Pierre, fais-nous une petite démo vidéo, histoire que, par exemple, dans le guide, il y a une petite démonstration vidéo de comment ça fonctionne. Et on vous mettra tout ça. Activez la petite cloche demain sur LinkedIn. On vous enverra le petit guide contre un petit commentaire. Vous mettez commentaire et on verra quoi. Et on vous enverra le guide pour brancher Papers à Claude. Et avec une petite vidéo démo également. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mesdames et messieurs? On a débordé un peu sur le live. Je sais qu'il y a le match du PSG, désolé, pour ceux qui du coup prennent un petit peu de retard. Je sais qu'il y a le match. Je vais vous spoiler. Je vais voir si... Pour l'instant, il y a 0-0. C'est la 7e minute. Désolé de vous prendre un peu de temps. Merci en tout cas. Ravi d'avoir pu interagir avec toi dans le live. Je reviendrai la semaine prochaine parce que je trouve ce que tu dis très pertinent. C'est gentil. J'ai tout plein de questions pour valider mes paroles dans mes posts et affiner ma série journalière de posts. Merci. Je te souhaite une bonne soirée. Merci Thibaut. Merci beaucoup pour ta participation. Affichez ton commentaire. C'est important d'avoir des... Alors, je t'ai affiché sur le live, désolé, si peut-être tu voulais rester anonyme. Alors, Hamza nous dit, on l'a testé, il y a déjà une bonne base. Magnifique. Vous voyez cette équipe qui est en train de tester en live tout ce que j'explique pendant mon live, ils le testent en direct. C'est une super chose. Au moins, ça nous permet d'aller vite. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Et merci encore une fois Thibaut qui a posé beaucoup de questions. J'ai vu d'autres questions, Juliette ou une autre personne, la LinkedIn user. Désolé, sur LinkedIn, je vois pas toujours votre nom quand vous posez des questions.
D'ailleurs, ce que je peux faire, c'est aller sur LinkedIn en parallèle. Donc, je rappelle plusieurs points pour toutes celles et ceux qui nous regardent. La première, c'est que je poste tous les jours ou presque sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous suivre. Je fais des petites actus IA. Je fais, comme demain, je vous donne des guides parfois sur des outils d'IA pour que vous puissiez les utiliser. Et je regarde, en parallèle qui a commenté. En tout cas, je fais beaucoup de contenu. Hop. Bon, ça fonctionne pas. Je fais beaucoup de contenu sur les sujets IA, donc n'hésitez pas sur LinkedIn à nous suivre. Sur les newsletters, on a maintenant la grosse newsletter Mysteria avec plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, une newsletter dédiée au droit, une newsletter dédiée à la finance. Donc, on a beaucoup de contenu qui est publié toutes les semaines. Vous pouvez vous abonner à celle que vous souhaitez. Abonnez-vous bien à la newsletter le 20h de l'IA si vous voulez recevoir toutes les semaines les nouveaux liens. Parce que tout à l'heure encore, à chaque fois que je finis, je vois des personnes qui me disent « je trouve pas le lien, je trouve pas le lien ». Parce qu'en effet, des fois, vous n'avez pas le réflexe d'aller sur LinkedIn ou sur YouTube. Je peux comprendre. Donc, parfois, vous ne trouvez pas le lien. Donc, on vous a fait une petite newsletter. Vous pouvez retrouver tous les liens. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre. Et puis, on espère vous retrouver nombreux. On a les podcasts qui sont sortis. On a commencé à faire quelques écoutes sur les premiers podcasts. Donc, c'est que ce format plaît également. Évidemment, les vidéos ressortent sur YouTube pour que vous puissiez les regarder soit en replay, soit si jamais, évidemment, vous ne les avez pas vus. Voilà, est-ce qu'il y a des petites questions avant qu'on vous laisse ? Il me reste à vous remercier, à vous souhaiter une bonne soirée, un bon match du Paris Saint-Germain pour celles et ceux qui le regardent. Vous dire également à demain, puisque demain, je publierai le fameux post Papers et Claude pour vous aider à télécharger et à brancher surtout votre Papers sur votre interface Claude. Merci à toutes et à tous. Bon appétit également. C'est ceux qui vont dîner. Et puis, à très bientôt. Merci de participer. C'est vraiment top. On a encore beaucoup de participants aujourd'hui, malgré la météo et malgré les bières en terrasse, ce qui est une très bonne chose. Merci pour votre assiduité. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.